quel que soit le mode de gestion, c'est bien le président de la communauté d'agglomération qui est responsable devant ses usagers de ne pas empoisonner les gens et y compris a fortiori, leur apporter la quantité d'eau suffisante à la bonne marche de l'hygiène, de la santé, et même, puisque je vais en parler au titre des convictions qui m'animent, y compris pour ne pas mourir de soif. Nous avons aussi pris le temps de comparer les hypothèses et de voir non seulement pourquoi on préférait la régie publique, mais concrètement et comment on pouvait passer en régie publique tout en étant bien sûr que ça n'allait pas pénaliser les usagers sur l'entretien du patrimoine et des installations, comme, il faut le reconnaître, en termes de prix pour l'usager en bas de la facture. C'était en effet extrêmement important d'avoir tous les paramètres. Et c'est là que je veux pouvoir vous dire que quand on veut véritablement offrir non seulement aux citoyens, je vais y venir, mais aussi aux élus d'une assemblée délibérante, les bonnes informations pour choisir en toute connaissance de cause, on ne paye pas des centaines de milliers d'euros des bureaux d'études privés qui n'y connaissent rien en comptabilité publique. On commence par demander à ceux qui ont fait le choix ou qui ont toujours eu un service public d'eau, comment vous faites? Si vous étiez à Montpellier, comment vous feriez? Techniquement, je parle. Il ne s'agit pas de remplacer les élus et les sachants des assemblées délibérantes, bien entendu. Mais des professionnels de l'eau et de l'assainissement en France, il y en a. Enfin, on me rabâche tout le temps les oreilles avec l'idée qu'il y a 70 ou 75% de l'eau qui est gérée par les multinationales. Mais les amis, on vous parle du volume d'eau, on vous parle du nombre d'usagers concernés, c'est vrai. Mais si vous regardez les 10 malheureux contrats, les 10 000 malheureux contrats des entreprises privées en France, eh ben heureusement qu'il y a 31 000 services publics de l'eau et de l'assainissement dans notre pays, hein. Parce que là où il n'y a pas de clients et pas de chiffre d'affaires à faire, ils y sont jamais allés. Et pourtant, il y a de l'eau dans les robinets. Et on ne jette pas toute l'eau souillée n'importe comment dans la nature. C'est donc bien qu'il y a de la compétence professionnelle dans la gestion publique de l'eau. Et qu'il y a des gens qui savent faire. D'ailleurs, ils sortent tous des mêmes écoles. Qui travaillent à Veolia, à Suez ou la SOR, ou à la régie publique d'assainissement ou à l'établissement public industriel et commercial en charge de la gestion et de la distribution de l'eau potable. Bon. Et donc, si on veut véritablement savoir ce que techniquement la gestion publique pourrait produire comme intérêt général pour la nature, l'environnement, la ressource, l'entretien des réseaux, les outils de potabilisation, au plan sanitaire comme au plan technique, et y compris ce que cela produirait en termes de coûts, eh bien, c'est vers le public qu'on se tourne et pas vers des cabinets privés qui coûtent fort cher et qui, comme je les vois faire aux quatre coins du pays, eh ben, qui font des mauvais copier-coller ou qui répondent toujours à ce que leur demande celui qui les paye, d'accord? Et de ce point de vue-là, il leur arrive même de ne pas faire attention qu'ils ont oublié de changer le nom de la commune. Il m'est arrivé de tomber sur des rapports où franchement, c'était clownesque, je vous le dis, c'était à Liévin. Et alors, ne nous trompons pas sur les termes. On ne municipalise plus l'eau en France depuis 1926. On ne retourne pas à la régie publique telles qu'elles existent encore dans les communes qui ont toujours été en régie depuis 1926. Maintenant, en France, depuis cette date-là, on est obligé, que ça nous plaise ou non, de créer des établissements industriels et commerciaux. Et ce, dans toutes les communes de plus de 3000 habitants. Bien. Donc ces établissements publics, industriels et commerciaux s'appellent en effet des régies publiques de l'eau. Elles ont soit l'autonomie financière seulement, ou l'autonomie financière et la personnalité morale. Je ne m'étends pas là-dessus, j'y reviendrai s'il y a des questions. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que si ça nous déplaît à ceux qui, à gauche, pensons qu'il vaut mieux l'emploi public, la fonction publique, pour le déroulement des carrières, pour le statut, etc., ça a un avantage par rapport à la bataille que nous menons aujourd'hui. C'est que nous pouvons accueillir à bras ouverts les salariés de Veolia, les salariés de la SOR et les salariés de Suez.
parce que nous reprenons leur contrat de travail. Ceux qui sont venus à la régie publique au des Lacs de l'Essonne, chez nous, non seulement ils n'ont rien perdu de leurs acquis dans les multinationales, mais ils viennent aujourd'hui témoigner de dire qu'ils ont plus de congés qu'avant. Et que la vie est plus sereine, parce qu'on leur demande plus de trouver des astuces pour maintenir la rente et la rentabilité du contrat. On leur demande plus de fermer les yeux sur les réseaux qui sont fuyards. Parce que tant que vous vous en rendez pas compte, vous n'y voyez que du feu, les amis. Et donc, tant qu'il n'y a pas la canalisation qui pète dans la rue, la chaussée qui s'affaisse, le geyser qui apparaît, ou la baisse de pression dans le tuyau du robinet chez vous, eh ben, il pousse un peu plus sur la pression et vous y voyez que du feu. Mais pendant ce temps, c'est 300 000, 800 000, 1 million de mètres cubes qui sont potabilisés pour rien, pour lequel vous allez me dire, de toute façon, il ne passe pas dans mon compteur, et moins de répondre comme à chaque fois, dans le prix moyen que vous payez de ce qui passe dans votre compteur, il y a l'amortissement des coûts pour capter et potabiliser et traiter et vous acheminer des mètres cubes que vous ne voyez jamais. Et ça, c'est dans votre prix. Et moi, je suis ici publiquement que pour les marchands d'eau, c'est une affaire. Et que plus il y a de fuite, plus ils font du chiffre d'affaires. Et que donc, cette question de la fuite et du rendement du réseau est extrêmement importante. Alors chez moi, nous avons regardé, avec l'UFC Que Choisir, avec le comité Attaque, avec les amicales de locataires, avec Andocosa CGT, avec tous les acteurs qui ont décidé de s'engager dans la définition du projet local autour de la ressource en eau, eh ben nous avons regardé cette question. Et nous avons vu quoi? Qu'en moyenne, sur les 10 dernières années, Veolia et le syndicat des eaux d'Île-de-France avaient renouvelé les tuyaux à raison de 0,39% par an. Bon, une fois qu'on m'a dit ça, moi, je n'avais pas forcément compris que c'était une véritable incurie. Eh bien oui, parce qu'après, on est venu me dire, ah oui, mais attention, mais qui me l'a dit? L'ingénieur des eaux de Grenoble. Le mec qui travaille en régie publique, il va venir et lui, il va enfumer personne avec des trucs circulés, il n'y a rien à voir. Non, non, il va vous dire, il y a un problème. Parce que vos tuyaux sont pour moitié en fonte grise, les autres sont en PVC, les autres sont en matériaux composites un peu plus épais que les cannes à pêche en vitre de verre. Mais ça revient à peu près à ça. Selon la nature des sols qui sont rencontrés et les vibrations et la situation et l'usage en surface de la chaussée, bah, les matériaux ils vont pas durer le même temps. Et puis surtout, la durée de vie maximum c'est 80 ans, c'est 100 ans. Donc quand vous renouvelez à 0,39, vous renouvelez votre patrimoine pour les générations futures en 250 ans. Alors quand je vais voir la moyenne à Lens-Liévin ou alors à Montpellier, et je vois la moyenne sur les dernières années, c'est un renouvellement en plus de 700 ans. Ah oui, puisque vous êtes à 0,16 en moyenne de renouvellement sur les 5 dernières années. Et donc il y a de quoi s'inquiéter, il n'y a pas de quoi se féliciter, et penser que ces multinationales sont de formidables professionnels qui savent tout faire. Et incontournable, bien sûr que les ingénieurs, les techniciens et les fontainiers, et j'en passe et des meilleurs, sont des super professionnels compétents. Mais nous, on dit aux autres, aux marchands, aux commerciaux, aux directeurs de la communication, à ceux qui ont le nez rivé sur la calculette pour voir si le contrat est assez juteux avant son terme, et ben on leur dit, c'est vous qui circulez, parce qu'on n'a plus besoin de vous pour faire fonctionner le service. Nous, on prend les plombiers, les ingénieurs et techniciens, et on va faire tourner le truc au prix coûtant. Et ce sera obligatoirement moins cher. Obligatoirement. Pourquoi? Parce que eux, ils payent des impôts sur les sociétés, on ne les paye pas en régie. Ils payent des impôts locaux. Bon, on veut bien les compenser. Bon, c'est possible techniquement. Mais il faut remonter des sous à la holding. Il ne faut aucune mise en concurrence entre les filiales d'un même groupe pour chaque métier qui est concerné par l'activité. Et tout ça, c'est de la marge. Et le résultat de fin d'année, il disparaît. En comptabilité publique et en gestion publique, vous avez 5-10%, des fois c'est plus, de résultats positifs d'excédent de fin d'exercice. Bon. Eh ben, ça constitue bien en report la première recette dans le budget de l'année d'après. Mais alors avec eux, vous prenez le rapport du délégataire, vous regardez qu'est-ce qui est devenu le résultat de la fin d'année précédente, voir si par hasard il ne serait pas dans les recettes. Évaporé, les amis. Il n'y en a plus. Parce que ça aussi, on se le met dans la poche. Donc, tout ça pour dire
aux châtelains municipaux que vous rencontrez, qui viennent leur pétrir de certitude, vous dire qu'il faut être garant et bien gérer les deniers publics, eh bien, il faut leur dire justement, c'est de ça dont on vous parle, monsieur le maire. C'est de bien gérer les deniers publics. Et puis aujourd'hui, les gens, ils galèrent assez, quoi, pour payer l'ensemble des factures. La vie est de plus en plus dure. Donc nous, on vous dit, gérer les deniers publics, c'est arrêter dans tous les domaines où on fait des DSP aux sociétés privées, arrêter de servir la rente des actionnaires. Nous avons construit un projet local qui a inclus que l'usage professionnel de l'eau, après tout, les commerçants et les entreprises peuvent déduire avant impôt 60% de leurs factures. Pourquoi ils paieraient comme nous, qui à la maison devons payer plein pot? Bon, donc ça aussi c'est arrivé sur la table, donc on a créé ce mode différencié entre les familles et les professionnels. On en a créé d'autres, je vous renvoie sur notre site pour télécharger notre règlement du service, vous verrez qu'il y a plusieurs catégories d'usagers. Mais surtout, sur l'usage domestique, on a fait le compteur gratuit, on a fait la gratuité des mètres cubes indispensables pour ne pas mourir de soif, et puis après la progressivité, partant de l'idée que, au-delà de 120 mètres cubes, comme on avait vérifié qu'il n'y avait pas de famille nombreuse chez nous, jusqu'à au-delà de 120 mètres cubes, eh ben, on pouvait faire une progressivité des tarifs, de manière à ce qu'on interpelle aussi les gens sur, il y a une limite, quoi. Ça peut pas être la prime à celui qui laisse le robinet ouvert. Les usages indispensables à la vie peuvent être accessibles dans des conditions plus facilitées, et les usages de confort et de luxe, ou ce qu'on pourrait qualifier d'aucuns d'entre nous des mésusages, pour les opposer aux bons usages de l'eau, eh bien, il n'y a pas de raison que ça soit plus cher, que ça ne soit pas, pardon, plus cher que les usages indispensables à la vie, dont on ne peut pas se passer pour être en bonne santé, dans une hygiène et dans un environnement propre. Si tant est qu'on ait besoin d'eau potable pour tous les besoins en la matière. Alors, voilà, pour illustrer le fait que la voie de la gestion publique, et votre collectif pour ça il a ça de bien, c'est qu'il annonce la couleur, il dit que c'est la régie publique son objectif et pas seulement la gestion publique, c'est parce que, en effet, le mode de gestion est donc juridiquement donne la parole aux usagers et les implique dans la définition de la règle commune, mais que nous avons besoin de cette implication des usagers dans chaque territoire pour définir le projet d'intérêt général humain et qui prend en compte la question de la ressource comme la question de remettre de l'eau utilisée dans la nature sur l'ensemble du cycle de l'eau, et que cette question est tellement d'intérêt général qu'elle n'interroge pas que des professionnels et une démocratie représentative, mais elle ouvre la nécessité d'impliquer les usagers. Et moi qui me bats avec d'autres pour une 6e République, qui permettent l'implication, voire la cogestion des services publics avec les usagers dans bon nombre de domaines, je dois dire que la loi de 1926 sur les régies publiques en France nous donne l'opportunité de pratiquer et de démontrer que quand nous exerçons des responsabilités, eh ben, nous faisons au plan local ce à quoi nous aspirons pour le pays tout entier. Je vous remercie.